Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième capsule sur Horus. Alors je vous propose en parallèle de mes vidéos sur Horus ces petites capsules dédiées à mes recherches sur la Grande Pyramide dans le but de vous partager mes découvertes sur cet énigmatique monument. Alors pour ceux qui n'auraient pas visionné les deux premières capsules, je vais vous faire un petit résumé de celle-ci. Alors dans la capsule numéro 1, je vous parlais d'électromagnétisme. Je vous partageais la vidéo que j'avais fait sur Monde Mystérieux avec Éric Gontier, qui nous expliquait que la Grande Pyramide avait été bâtie sur un anticlinal, composé en plus de failles parfaitement orientées nord-sud. Et puis ensuite, avec les recherches de ce géophysicien du nom de Guy Arcos, nous savons aujourd'hui que ce type de terrain génère des anomalies électromagnétiques. Donc que ce soit l'anticlinal ou ces failles génèrent des anomalies électromagnétiques. Et en plus, des scientifiques russes ont démontré il y a quelques années de cela que la Grande Pyramide, de par sa structure, possède des propriétés qui concentrent l'énergie électromagnétique en son sein, au niveau principalement de la chambre haute. Donc ensuite, je vous avais proposé une seconde capsule, justement, où je parlais de ce granit qui compose toute la partie de la chambre haute. Alors, ce granit est en fait de la syénite, donc c'est une roche plutonique qui ne possède pas de quartz, mais qui est composée de ferrimagnétite. Donc c'est un composant ferreux, qui, s'il est soumis à un champ électromagnétique, crée ce qu'on appelle le phénomène d'aimantation. Et je vous avais aussi également parlé de cet étrange plafond au-dessus de la chambre haute, composé de 5 rangées d'immenses poutres en syénite, justement. Au passage, je tiens à vous faire la remarque que la structure de ces poutres est surprenante, puisque les bâtisseurs se sont donné la peine de tailler parfaitement 3 faces, et ont laissé la face supérieure brute. Ce qui donne cet aspect sinusoïdal à l'ensemble en fait. Donc mis à part le plafond même de la chambre, il n'y a pas d'intérêt esthétique à fignoler de la sorte les 4 plafonds non visibles. Aujourd'hui dans cette troisième capsule, nous allons parler de la présence d'eau, comme je vous l'avais promis, à l'intérieur de la Grande Pyramide. Alors en 2016 j'ai écrit un livre, L'eau de la Grande Pyramide, dans lequel j'exposais une hypothèse sur une des fonctions de la Grande Pyramide dédiée à la dynamisation de l'eau. Alors je ne me suis pas arrêté sur cette hypothèse, j'ai continué de creuser depuis pas mal de temps, sachant qu'il y avait peut-être autre chose derrière que ce système que je présumais. Alors dans cette capsule, je vais vous expliquer pourquoi, au travers de petits détails, que l'eau faisait partie intégrante du fonctionnement de cette, aujourd'hui, je considère comme une machine. Alors, pour commencer, je ne suis pas le seul aujourd'hui à penser que l'eau était utilisée dans la Grande Pyramide. Moi, en écrivant mon livre, j'avais pris connaissance des travaux de cet Américain John Cadman, qui, lui, en reprenant les recherches d'un de ses prédécesseurs, J. Edward Kunkel, démontrait l'existence d'un acheminement de l'eau dans la Grande Pyramide avec ce système qu'on appelle le coup de bélier. Il y a la chaîne Le Moment Curieux qui avait travaillé dans ce sens, qui proposait des petites vidéos sympathiques. Malheureusement, cette chaîne aujourd'hui n'existe plus. Il y a aussi les travaux, je ne peux pas faire impasse, de Philippe Lheureux, qui expose aussi cette hypothèse, selon laquelle la Grande Pyramide aurait été équipée d'un mécanisme hydraulique pour déclencher l'ouverture d'une salle secrète. Alors bon, moi j'ai eu quelques petits différends avec Philippe, puisque selon lui, il détient la vérité, et puis tous les autres chercheurs sur la Grande Pyramide ne sont que des guignols farfelus. Mais bon, sa déduction selon laquelle l'eau venait remplir la chambre haute par les 2 conduits dits d'aération est très intéressante. Au passage, moi c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais accroché à sa théorie, puisque son mécanisme pouvait du coup se déclencher à n'importe quel moment, soit 2 jours après l'achèvement des travaux, ou jamais, comme aujourd'hui son système ne peut plus fonctionner au vu de la détérioration de la structure interne dans la Grande Pyramide. En revanche, son hypothèse de remplissage de la chambre haute prend tout son sens si, comme je le pense, nous sommes face à une machine qui travaille avec l'eau. En effet, si nous ne sommes plus face à un mécanisme à usage unique, mais avec un système qui travaille de l'eau de façon régulière, et qui avait été fabriqué pour fonctionner des années, des siècles et pourquoi pas des millénaires, nous pouvons alors comprendre l'utilité de certaines parties internes de la Grande Pyramide. Alors justement, Philippe Lheureux
expliquer le remplissage de son mécanisme de deux manières. Alors selon lui, soit après l'achèvement des travaux, les bâtisseurs considéraient qu'un jour, nous serions face à un déluge et que le niveau des eaux serait si énorme qu'il atteindrait le niveau de ces fameux conduits. Alors autant vous dire plusieurs dizaines de mètres. Soit, et c'est là où ça devient intéressant pour moi, les bâtisseurs auraient creusé des sortes de chéneaux dans la partie haute du parement extérieur de la Grande Pyramide, de manière justement à récolter les eaux de pluie et diriger cette eau dans les conduits dits d'aération de la chambre haute. Alors moi j'ai trouvé son hypothèse fort intéressante par rapport à moi, la théorie que je présume par rapport à un de ses fonctionnements. Alors moi aujourd'hui j'appelle ces conduits de remplissage. Alors donc, comme je vous l'explique, l'eau de pluie pouvait être récoltée sur toute la partie haute de la Grande Pyramide. Alors aujourd'hui, la Grande Pyramide n'a plus son parement de calcaire de Toura, mais on peut présumer que dans ce parement, les bâtisseurs auraient creusé des espèces de chéneaux et pour justement capter et diriger l'eau de pluie jusqu'à l'entrée de ces conduits qui débouchent plus bas dans la chambre haute. Donc il fallait bien évidemment ensuite pouvoir contenir cette eau dans la chambre haute, à l'intérieur de cette chambre. Il fallait donc comme un système de vanne si vous préférez. Et selon moi, c'est la fonction que devaient jouer les chambres des herses. C'est aussi un petit peu ce que présumait Monsieur Lheureux. Mais moi, je pense que ce système de chambre des herses fonctionnait en permanence, si vous voulez. On remplissait l'eau de la chambre haute avec cette eau de pluie captée. On travaillait avec cette eau dans la chambre haute et ensuite ces herses venaient s'ouvrir pour vider toute la chambre haute et répéter ce processus. D'ailleurs, il y a une petite preuve par rapport à ça. Philippe Lheureux l'avait remarqué, je l'avais remarqué aussi. C'est que lorsque vous sortez de la chambre haute par justement cette chambre des herses et que vous arrivez dans la grande galerie, au niveau du sol, vous avez une grande marche et les bâtisseurs avaient sculpté dans cette marche une sorte de déversoir, de bec verseur si vous voulez, pour orienter l'eau qui sortait de cette chambre haute via la chambre des herses, pour bien l'orienter dans je dirais le canal central de cette grande galerie. Il y a aussi, j'avais constaté ça en faisant des recherches et en retrouvant de vieilles gravures qui avaient été faites à l'intérieur de la Grande Pyramide, au niveau de la jonction de la Grande Galerie, couloir ascendant, le couloir horizontal de la chambre médiane et ce fameux puits qui descend jusqu'au niveau de la chambre basse, il y avait une surélévation au niveau du sol. Et selon moi, cette surélévation, justement, avait été sculptée pour que l'eau qui venait de la chambre haute ne vienne pas se déverser dans le couloir ascendant, jusqu'en bas au niveau des 3 bouchons de granit. C'était pour justement orienter cette eau et vers le puits, mais aussi vers le couloir horizontal qui mène jusque dans la chambre médiane. D'ailleurs, à quelques mètres de l'entrée de cette chambre médiane, il y a une grande marche qui mesure 50-60 cm de hauteur et qui pour moi servait à justement retenir l'eau dans la chambre médiane, cette fois-ci de manière définitive. Donc j'expliquerai un petit peu dans des futures capsules tout ce système, tout cet acheminement de l'eau. Mais voilà, là je voulais vous faire part de deux petits détails qui pour moi dans la Grande Pyramide ont échappé à l'œil de certains. Ce fameux bec verseur que l'on retrouve sur cette marche tout en haut de la Grande Galerie. Et aussi cette espèce de surélévation au niveau du sol au pied du puits. Et également cette grande marche avant la chambre médiane qui pour moi voilà, n'avait qu'un seul but, c'était retenir l'eau au niveau de cette chambre médiane. Donc voilà, on avance petit à petit dans ce que je veux vous faire découvrir. J'y vais step by step comme on dit. Donc je ne vais pas faire une vidéo plus longue, hein, ça sera des micro-capsules. Mais voilà, c'est pour vous donner le temps de réfléchir à tout ce que je vous expose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, par rapport à tout ça et qui pourraient être intéressants dans mes recherches. Bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une capsule numéro 4. Ciao ciao.